Bonsoir à tous ou bonjour à tous et bienvenue sur le nouveau podcast, nouvel épisode du podcast de Basket. Et ce soir je suis avec Sylvain qui revient de la guerre des transports parisiens. Bonsoir soldat, comment vas-tu? Écoute, encore vivant, encore sur mes deux jambes, donc ça va, merci. Et avec Cam qui est là aussi, salut Cam. Salut tout le monde. Qui n'est pas concerné par ces problèmes de la populace parisienne. Puisqu'il est avec ses chefs et ses poules comme il me disait encore juste avant qu'on démarre. C'est ça, Team Province. Team Province. Profite. Voilà, et donc du coup aujourd'hui l'épisode assez cool, on va pas tellement parler des équipes en particulier, dans le sens où on va pas faire une analyse des Dallas Mavericks qui sont en train de cartonner pour le moment, etc. Parce que depuis qu'on a fait le dernier épisode, il n'y a pas vraiment d'équipes qui sont en train de soit de sombrer, soit de faire des gros cartons, donc on laisse ça pour plus tard. On va s'occuper un petit peu de tout ce qui est rumeurs de transfert, puisqu'il y en a eu pas mal depuis quelques semaines pour faire simple. Depuis le 15 décembre, les contrats qui existent cet été ne sont plus des paroles gravées dans le marbre, mais plutôt des sujets à discussion. On a choisi 4 cas. On va essayer d'en discuter un petit peu, voir ce qui est faisable par rapport à ces 4 joueurs. Est-ce que ça vaut la peine de les trader? Si oui, contre quoi? Et si oui, où donc? Pour quelle raison? Et on terminera avec notre moment un peu coup de cœur de la décennie qui vient de se terminer. Alors, messieurs, on va entamer donc tout de suite ce petit tour d'horizon avec celui qui a ouvert le bal niveau rumeur, c'est Kevin Love, côté Cleveland Cavaliers. Et on va écouter Sylvain là-dessus, voir un petit peu ce qu'il a à dire sur le sujet. Vaste sujet, Kevin Love. Aujourd'hui, pour moi, c'est devenu un sujet un peu énigmatique, Kevin Love. Pour pas dire une épine dans le pied de la franchise de Cleveland, les Cleveland Cavaliers, et éventuellement ça pourrait devenir pour une autre, pour les 28 autres franchises de la NBA. Parce que Kevin Love a plus de 30 ans, ou en tout cas pas loin des 30 ans, je crois qu'il est autour de 30 ans. Il a encore un gros contrat à assumer, en tout cas sur le terrain, et à faire assumer à sa franchise ou à ses futures franchises. Et il a récemment révélé que sur le plan psychologique, il n'était pas forcément au point. Alors, c'est un sportif de haut niveau et ça reste aussi un humain, donc il révèle aussi une partie de sa personnalité sur le plan personnel et il a tout à fait raison. Et je pense que ça ne l'a pas non plus empêché de faire des perfs sur le terrain et d'être le guerrier qu'on l'a toujours connu. Donc, quelque part, voilà, ça n'a pas desservi, je pense, sa carrière, mais ça pose quand même quelques doutes sur la stabilité d'un Kevin Love dans une franchise autre que celle de Cleveland. Donc voilà, donc on parle de Kevin Love. Ma question, c'est de savoir, aujourd'hui, celle que je me pose quand je parle de Kevin Love, quand je pense à Kevin Love, c'est quel apport aujourd'hui pour une franchise. Donc on sait que c'est une ligue maintenant qui est tirée vers le tir extérieur, enfin qui en tout cas s'ouvre sur le tir extérieur énormément, donc il a cette capacité-là. Mais est-ce qu'il faut, ou est-ce qu'il peut être ce joueur qui vient apporter une plus-value à une équipe contender ou prétendante au titre? Est-ce qu'il est dans ce profil-là ou est-ce que c'est quelqu'un qui doit sortir du banc maintenant avec un rôle très important qui est celui de tenir un petit peu les troupes et de permettre aussi à des jeunes d'éclore? Si c'est le deuxième cas de figure, il y a plein d'équipes qui doivent signer Kevin Love pour passer un step. Je pense à des équipes comme Phoenix. Je pense à des équipes comme Sacramento, qui sont pas loin d'être des équipes respectables, mais qui ne le sont pas parce que ça manque d'élan et ça manque de joueurs du type Kevin Love. Maintenant, si Kevin Love veut être tradé, et comme il le souhaite d'ailleurs, pour une équipe qui gagne plein de matchs, qui gagne des matchs et qui veut bien se situer à l'Est comme à l'Ouest en play-off, il va falloir assumer ce contrat. Et je pense peut-être à une équipe, vous allez me dire ce que vous en pensez, messieurs, mais Milwaukee me semble être une équipe intéressante pour Kevin Love. Ils n'ont toujours pas re-signé cher Giannis, donc ils peuvent peut-être essayer de faire un coup
pour cette saison, pour essayer d'aller chercher le titre, assurer en tout cas une vraie course au playoff et une finale NBA avec un Kevin Love, et éventuellement après trader les gars si jamais ils prennent pas le titre, ou si jamais il faut re-signer Giannis très très cher. Et ça peut être une bonne option en tout cas à très très court terme pour les deux parties. Voilà un peu mon point sur Kevin Love. Je note, on va écouter Cam là-dessus. C'est vrai qu'il a demandé un nom pour aller chez un contender, ce qui est plutôt logique. Et un des premiers noms qui était cité, c'est Portland. Pour toi, est-ce que c'est la piste la plus sérieuse, ou est-ce que, comme Sylvain, tu as d'autres équipes à proposer? Alors, c'était une piste très sérieuse pour moi il y a encore 2 semaines, sauf que entre-temps, Whiteside s'est enfin réveillé. Là, il est quasiment en 20-10 depuis 10 matchs. Bon, je vais pas dire qu'on retrouve le Whiteside de la grande époque, parce qu'en fait, à chaque fois qu'il y a des surenjeux, il se réveille, mais c'est sur longtemps que c'est compliqué. Mais globalement, en fait, Portland, ça va beaucoup mieux. Ils ont très bien intégré Melo, ça attaque assez bien quand même, malgré toutes les blessures. Enfin, l'équipe est sur une bonne dynamique. Et je les vois pas tout répéter pour justement, un peu comme Sylvain l'a dit, prendre un joueur qui a un énorme contrat pour lequel il va falloir un peu démolir ton effectif, et t'es jeune. Parce que mine de rien, des jeunes à talent, ils en ont, et je pense que il n'est pas prévu de suite qu'ils bradent les Zach Collins, Nasir Little, etc. Donc la piste de Portland, ouais, j'y crois pas trop. D'accord. Et Par contre, de l'autre... Où est-ce que tu le vois plutôt alors du coup? Alors moi je le vois dans un maillot vert, mais c'est pas à Milwaukee, c'est plus à Boston. Oui, Parce que pour le coup, Boston, ils ont quand même de la place dans le cap, ils peuvent un peu l'encaisser sans trop se démolir. Et surtout, en fait, là, en l'état actuel, le meilleur intérieur qu'ils ont à Boston, c'est Enes Kanter. Mais Cam, est-ce qu'il faut pas quelqu'un qui soit dans un profil différent de... Alors je dis pas que Kanter et Love c'est les mêmes, mais est-ce qu'il faut pas un grand, quoi? Est-ce qu'il faut pas un bon 7 pieds, quelqu'un qui va dévier les tirs en de la raquette, pénétration, tu veux dire? Ouais, voilà, un tonton, un taco-fal. Quand tu rentres dans la raquette, tu te dis, bon, comment je vais mettre la balle, parce que c'est compliqué, les mecs que j'ai en face de moi, tu vois. Est-ce qu'il faut pas un gars comme ça, quoi, à Boston? C'est un autre débat, Je veux pas rentrer dans cette question-là. Ça peut rentrer, parce qu'on essaie de déterminer un petit peu où il aurait sa place. Donc, Ouais. si on parle de Boston, effectivement, moi, c'est une destination que je ne trouve pas stupide. Effectivement, c'est quelque chose que tu peux envisager. Maintenant, le problème de Boston, pour moi, c'est qu'est-ce que t'en vois en face sans te mettre tout nu, quoi. Ouais, c'est chaud. Surtout que les Cavs, je pense qu'ils vont vouloir un Jaylen Brown ou un truc comme ça. Ils vont demander soit Jaylen Brown, soit... Non, Tout ne bouge pas, on est bien d'accord. Non. Mais ils vont demander quelque chose. Ils vont sûrement demander Jaylen Brown, à minima. Plus, à côté de ça, tu vas sûrement avoir un petit pic ou un truc du genre. Donc, ouais, demander, il va y avoir demande. Jaylen Brown, il vient de prolonger, je crois, ou d'être signé, je sais plus. Ouais, c'est ça, il a été signé là en début d'année. Ça, j'ai pas les détails pour savoir ce qui est faisable à ce niveau-là en fonction de ce qu'il a signé. Mais oui, ok, d'accord, tu récupères un Kevin Love. Bon, derrière, t'as perdu un Jaylen Brown qui est quand même bien utile à Boston. Oui, et puis la mayonnaise a l'air de prendre à Boston, là. Chacun trouve sa place. Je vois pas ouais, après, Stevens. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Maintenant, moi, justement, tu me mets les autres verts en face de Boston maintenant. Sur une série en 4, je vois pas où Boston va aller les chercher, quoi. Exact, je suis assez d'accord. C'est tellement puissant en face à bien des niveaux que... je suis assez d'accord. Voilà, t'as quand même des mecs qui savent comment ça se passe en face et qui ont des grosses qualités. Giannis, je pense que de toutes les match-up un peu de l'Est, c'est celle qui va lui correspondre le mieux pour qu'il soit plus tranquille, c'est probablement celle de Boston. Même si la défense est très bonne, c'est une défense collective qui est très bonne, mais Giannis, déjà, il faut quelque chose de spécial à mettre dessus parce que il est impressionnant. Donc, Milwaukee, tu l'as dit tantôt, Sylvain, moi, je suis pas convaincu, encore une fois, pour le même problème. Qu'est-ce que t'en vois de côté? Pas grand chose, parce que pour le coup, Milwaukee fonctionne très bien. Du contrat équivalent. Et oui, mais là c'est pas possible, quoi. C'est du Middleton, c'est du. Ça veut dire que t'as un mec du 5 qui s'en va, quoi. Ouais, oui, non. C'est ça.
Et Middleton, c'est pas possible, quoi. Vu les services qu'il rend, vu la place qu'il a dans cette équipe et l'importance qu'il a dans cette équipe, ça peut être qu'un profil comme Middleton. Après, c'est que des seconds couteaux, peut-être un Bledsoe qui est un peu plus qu'un second couteau, mais pour le coup, je suis même pas certain que Cleveland ait besoin d'un vétéran comme ça, quoi. Ouais, c'est-à-dire que tu mets George Hill, le meneur titulaire. Et puis là, t'as tout perdu, là. Là, t'as tout perdu. Le retour à la maison de George Hill, ouais. Mais vous savez, les gars, il y a deux questions à travers ça. Quelles sont les destinations les plus intéressantes pour Kevin Love et quels sont les avantages qu'ont les franchises à prendre Kevin Love? C'est deux points, c'est deux axes différents. Moi, je pars du principe déjà que ce que Kevin Love veut, on s'en fout. Parce qu'il a un contrat, longue durée, il est là, il est dans l'Ohio, il n'y a pas de souci. Donc, t'es pas obligé d'honorer sa demande d'être chez un contender. Tu peux le faire pour service rendu à la patrie. Ça, je peux l'entendre. Maintenant, c'est un peu la dernière belle pièce que les Cavs ont échangée avant peut-être un bon bout de temps. Donc, il faut que tu fasses attention à ce que tu vas faire. Parce que des mecs niveau All-Star, avant qu'il y en a Cleveland, tu peux peut-être passer un petit peu de temps, tu vois. Je suis d'accord, complètement. Faites attention. Moi, je veux bien qu'on l'envoie chez les Suns, etc. Je pense que la solution la plus souple en termes de contrepartie, c'est à Phoenix qu'elle se trouve. Honnêtement, je pense que on est d'accord. Le plus d'armes pour séduire le front office des Cavs. Avec, que ce soit en termes de joueurs, de contrepartie, de contrats toxiques ou de pics, je pense que c'est chez eux que je vois pas qui a un meilleur marché qu'eux. Ou alors tu l'envoies Golden State contre D'Angelo, mais à ce moment-là, en termes de meneur, on peut plus respirer. Voilà, il y a un moment, tu pourras pas jouer avec 3 meneurs toute l'année, quoi. À un moment, faut rester sérieux. Mais oui, je vois pas trop qui peut rivaliser avec les Suns. Phoenix, ouais. Là non plus, là comme ça, non. Ça va parler un petit peu de San Antonio et ça va me permettre de faire la transition vers le prochain aussi. Ouais. Alors effectivement là-bas il y en a deux, DeRozan et Aldridge qui sont un petit peu dans le dur et les Spurs en règle générale qui sont dans le dur et donc du coup forcément quand on est dans le dur on pense tout de suite au mot trade, c'est un peu ce qui s'est passé avec Cleveland. Et aussi fais gaffe parce que tu fais beaucoup de bruit avec tes connexions. Ouais, pardon. Et de ce côté-là, est-ce qu'un trade Love DeRozan, ça vous semble pertinent pour les deux équipes? Est-ce que ça vous semble jouable? Ou Aldridge Love, c'est un peu comme vous le sentez. Mais encore une fois, compliqué. Avec quoi, côté pour moi, c'est. Et si pas DeRozan, où est-ce que vous l'envoyez alors? Car est-ce que tu veux te lancer ou je prends un... Allez, feu. Alors, déjà, San Antonio, c'est quand même compliqué. Ils mettent pas un pied devant l'autre cette année. Kevin Love à San Antonio, j'ai du mal à y croire parce que ils ont quand même pas mal de jeunes à l'intérieur à développer. Ils ont Potel qui fait un vrai bon début de saison. Comment dire ça? Ouais, je vois pas quel spot en fait tu peux libérer en 4-5 parce que Aldridge, tu l'enverras pas à Cleveland. Il restera pas quoi, donc en fait tu n'as pas de plus-value. Ton tour de draft si t'en as un, ce sera même pas là, ce sera fin de lottery pick. San Antonio j'y crois pas trop. Système, ça peut être... Ouais. Ça par contre je te l'accorde, mais bon ça reste les bouboules qui vont te dire si t'as sauvé ta saison ou pas. Donc l'aléatoire c'est pas fou. Par contre de l'autre côté, DeRozan, moi je le verrais bien. Enfin on en avait parlé je crois d'un éventuel trade de Magic. Et plus le temps passe, en fait plus on se rend compte que Evan Fournier fait une grosse saison mais qu'il est trop seul. Il est beaucoup trop seul. Tu peux pas attaquer toute l'année avec juste Vucevic et Fournier. C'est trop pauvre même à l'Est. Et de l'autre côté, t'as vu que Isaac en fait fait une énorme saison défensivement et offensivement ça monte. Bah Aaron Gordon, il a un énorme contrat qui pour l'instant n'est toujours pas rentabilisé. Donc je serais pas surpris que les Spurs appellent, qu'ils bradent DeRozan, voire Aldridge pour récupérer justement Isaac et Gordon. Je serais vraiment pas surpris. Ouh. Ouais. Ambitieux.
Moi, je vais être un peu dur. Je sais que. Alors, je sais. J'ai l'impression que Greg Popovich aime les basketteurs bien formés et bien développés. Et récupérer Gordon, c'est un peu l'antithèse Ouais. des basketteurs qu'il aime avoir sous sa responsabilité. Après, il est encore jeune, il peut très bien, avec un coach qui le développe, grandir, mais j'ai l'impression que ça ne fit pas en termes de profil et que de lâcher un DeRozan qui demande rien, et qui en demande même à la limite pas assez, pour un Gordon ou un Isaac qui sont pas dans le profil, pour moi, ton move, il t'a pas fait avancer ni reculer, quoi. Donc, quitte à garder, quitte à avoir quelqu'un, autant qu'il soit dans mon profil et qu'il connaisse un peu la maison. Donc, je suis pas sûr que Isaac est est cher payé pour récupérer ces deux-là, je trouve. en plus, voilà. Donc, DeRozan, Compliqué comme cas. Hein. compliqué. Moi, je vais peut-être aller sur Aldridge. Aldridge, il faut pas qu'il reste. Parce qu'effectivement, Potel, avec plus de minutes et plus de responsabilités et plus de confiance, fera des chiffres, certes pas monstrueux, pas All-Star, mais fera des chiffres dans une conférence difficile qui est la conférence de Ouest. Moi, j'enverrai Aldridge à peu près là où il veut aller, ou n'importe où, pour essayer d'avoir un tour de draft. Voilà, un tour de draft, voir un joueur qui soit capable de... Ah ouais, mais ça veut dire que l'équipe d'en face doit pouvoir absorber son contrat alors. Oui. Il y a un move que j'ai pas très bien compris cet été, c'est le move du petit laiton là, qui est parti à Washington, Bertans. David. Exactement. C'était pour signer Maurice en fait à l'époque où ils avaient fait la place parce que Maurice donc, a préféré prendre la thune. Voilà. Exactement. Bon, on peut pas refaire l'histoire, mais pourquoi pas essayer d'envoyer Aldridge du côté de Washington et de tenter de refaire revenir Bertans. Tu sauras pas, hein. Je sais pas, mais bon, on va dire que je fantasme un peu, mais l'idée c'est de dégager de la place pour Potel et d'avoir un joueur qui soit dans la polyvalence qu'aime bien San Antonio et du shoot extérieur et qui sortirait du banc, quoi. Voilà. Consolider le banc et puis donner plus de responsabilité à Potel et puis enlever un joueur qui est fatigué par ses années NBA et qui a encore un trop lourd contrat à assumer, quoi. Voilà. Et DeRozan, faut me laisser une semaine pour vous répondre, parce que pour moi, c'est compliqué, DeRozan. C'est un très fort joueur, encore jeune, mais qui veut pas être leader, mais qui prend un salaire de leader. Et donc, du coup, ça complique la chose, quoi. On sait qu'on va pas gagner avec DeRozan, on sait qu'il va falloir le payer cher, et on sait pas s'il peut mettre des shoots à 3 points décisifs pour faire gagner une demi-finale de conf ou une finale de conf, vu qu'il l'a jamais fait. Et quand tu as autant de saisons NBA derrière toi et qu'on a trop de doutes sur ta capacité à faire gagner ou pas, les risques sont trop grands à prendre. Donc, moi je suis GM, je sais pas si on me le propose, je prends pas, quoi. Moi je me demande s'il n'y a pas un petit quelque chose à faire du côté du Jazz avec Aldridge. Ah ouais. Parce que c'est quand même relativement du jeu placé, donc plutôt un rythme relativement lent. Il me semble qu'ils sont pas une pace de dingue, le Jazz. Et dans un système qui est quand même assez technique avec beaucoup de possibilités, beaucoup de combinaisons qui sont disponibles. Avec un poids de la raquette qui ne repose pas sur lui, mais avec un Rudy Gobert omniprésent et qui pète des flammes pour le moment, ça me paraît pas saugrenu d'envisager ça. Maintenant, je suis en train de regarder un peu vite fait les salaires qui pourraient coller. Tu pourrais est-ce que tu te séparerais pas de Mike Conley finalement? Ah ouais, t'appuies sur le bouton rouge aussi vite? Non, mais moi je suis pour les solutions immédiates, hein, vous savez, j'ai pas le temps de réfléchir. C'est clair. Ah ouais, je me dis peut-être tu t'envoies un petit meneur avec Aldridge et tu récupères Conley de l'autre côté. Moi je dis que tu réfléchis quand même un petit peu. Tu te poses la question. Tu vas pas te séparer de Bogdanovic parce qu'il te sert quand même assez bien.
Exum, ouais, bof. Exum, il faudrait 2-3 joueurs pour matcher les salaires et je vois pas trop comment ils peuvent faire ça le Jazz, mais je sais pas, je réfléchirais peut-être à faire ça parce que ça va tellement pas Mike Conley là-bas que ils ont tous les deux 2 ans de contrat. Bon, il y a non, il n'y a pas de player option. Non, il n'y a pas de player option chez Aldridge. Il y a une early termination option chez Mike Conley, donc ça c'est plutôt cool. Ouais, pourquoi pas. À voir pour vraiment matcher les salaires à 100%, il faudrait que San Antonio envoie un peu plus que. Là, ils peuvent envoyer un petit Bellinelli par exemple. Ouais, Derrick White peut-être non parce que. Ouais, Derrick White, ouais, effectivement. Parce que le poste 1, il va être un peu. Il va être chargé, ouais. Il va être full, hein. T'as déjà du mal là, cette année à placer Murray et White. Il y a un choix à faire. Bah voilà, ce serait la bonne occasion de le faire, pourquoi pas. Je pense que ça peut être pas mal et derrière, au pire, ça veut dire que tu te prends, tu te prends Conley pour 1 an, après tu peux le couper, il faut voir à combien son salaire est garanti, mais ça peut être, sympathique. Ouais, ça peut à réfléchir. Ok, et bien sûr, il y a toujours les possibilités, c'est comme Love, hein, c'est les deals à 3, là on fait que du direct en 1, évidemment. L'option la plus sérieuse pour un Love, je pense que ça reste quand même un deal à 3 avec une équipe poubelle qui va ramasser cher. On va partir du côté de justement de la province. On va lancer Cam sur Miles Turner. Direction les Pecnos. Et oui. Turner. Bah Turner c'est chaud, hein, il est pas dans un confort absolu. Allez, Onyx parce pour que la collection, on est fou. Ouais, c'est ça, il faut un 5ème pivot. Non, objectivement, Turner, depuis son retour de Coupe du Monde, c'est vraiment compliqué. Il est entre ses blessures, le fait qu'avec Sabonis, ça ne marche pas sur le terrain. Il est, comment dire ça, de l'autre côté, en fait, Indiana a complètement changé son jeu. On est passé d'un demi-terrain très cadenassé, très verrouillé, à une équipe qui joue beaucoup plus à open court avec un Sabonis qui est justement en roue libre. Et actuellement, en fait, si vous regardez bien, c'est Brogdon et Sabonis, comment il s'appelle le Géorgien, la Bitadze, qui font un peu l'attraction avant, plus après les 2 frères Holiday, etc. Et Turner, il fait les poubelles. Sauf que faire les poubelles, quand tu prends pas de rebond, tu défends bien, mais que c'est pas fou, etc., il y a un moment où tu coûtes trop cher. Donc Turner, il est passé de très bon prospect à potentiellement indésirable. Mais il garde une bonne cote parce que ça reste un pivot qui court, qui contre. Bon, en rebond, moi j'aime pas du tout parce que les pivots qui en prennent moins de 5 ou 6 par match, j'ai beaucoup de mal. Mais il a quand même une bonne cote, quoi. Et par contre, où est-ce qu'il peut atterrir? Le problème qu'il y a, c'est que les équipes qui ont des pivots verrouillés, il y en a pas mal. Et celles qui justement ont de la place n'ont pas forcément la cam pour pouvoir le récupérer. Je pense à Boston, encore une fois, parce que Enes Kanter titulaire en playoff, ça va être compliqué. T'as les Kings qui ont Rich Reynolds qui surperforme depuis le début de l'année, mais je pense que passer un coup de téléphone c'est gratuit. Et en dehors de ça, après qu'est-ce que t'as d'autre comme équipe un peu sérieuse qui aurait besoin d'un pivot? Je ne vois pas des masses, c'est le problème quoi. Golden State éventuellement il pourrait, mais bon tu vas pas filer des joueurs de G-League à Indiana. Phoenix. Ouais, mais après le problème qu'il y a c'est que Phoenix t'as Ayton, t'as Baines, qui tu fais péter? Celui qui prend des hormones ou celui qui est un bûcheron? Tu penses? Ouais. Et du coup, tu mettrais qui sur le banc? Ou alors je garde Baines et je le mets remplaçant comme il était à Boston. Ouais. Et du coup, tu mettrais Turner en 4? Turner en 4, Ayton en 5. C'est quand même une belle raquette, tu vois. Le truc de Turner, en fait, c'est que je trouve qu'il lui faut un pivot qui soit vraiment dur au mal. Bûcheron à côté de lui, quoi. Voilà. Ouais, complètement. Il te faut, et du coup, que ce soit avec Baines ou que ce soit avec Ayton, dans les 2 cas, il sera bon. C'est là qu'il pourra s'exprimer le mieux, je pense, et qu'il pourra être relâché un peu de ses tâches un peu défensives ou offensives au rebond offensif, et peut-être que en n'accaparant plus l'attention de la défense ou de l'attaque en fonction de là où on est pour le rebond, peut-être qu'il en prendra même un peu plus. Tout simplement en jouant le rebond un peu plus long, en faisant des écrans retard,
en étant peut-être plus disponible à ce niveau-là. Donc je pense que ce serait... il faut voir un petit peu ce que Phoenix se met à développer en termes de jeu rapide, mais effectivement, à ce moment-là, peut-être que Turner sera plus adapté même que Love, même si Love a plus de qualité que Turner selon moi, mais et trouver des pièces pour Indiana, c'est pas compliqué dans l'effectif de technique de Phoenix, donc eux ils aiment bien les petits joueurs un peu no-name qui vont se révéler dans leur collectif, donc on se souvient de Sabonis sur la Dipo contre Paul George, voilà ce que ça donne quoi. C'est clair. Donc peut-être ma piste privilégiée en tout cas ce serait ça. J'aime bien en tout cas, ouais, ça passe. Il y a de quoi faire. Et toi Sylvain, tu dis quoi? Je partage sur la piste. Par contre, on vient de décrire en Miles Turner, enfin, c'est mon interprétation et c'est ce que je pense, que c'est un joueur aujourd'hui qui est pas en mesure d'assumer son potentiel, quoi. Il a un potentiel énorme et aujourd'hui, c'est pas un joueur qui est investi à 100%. En tout cas, versus le potentiel qu'il a. C'est-à-dire qu'effectivement, il prend trop peu de rebonds. Le leadership, c'est pas encore ça. Et effectivement, le fait de devoir, je pense que c'est une très bonne idée, hein, de devoir lui adjoindre un travailleur de l'ombre, va lui permettre d'exceller dans des tâches où il semble être plus à l'aise. Mais ça veut aussi dire qu'on ne peut pas compter sur Miles Turner pour aller à la guerre, quoi. Et ça, c'est un problème. Ah bah ça clairement, c'est la grosse galère qu'ils ont eu, Indiana. Ça, pour moi, c'est un problème. Et ça l'était moins il y a 2 ans quand on le voyait arriver en disant wow, ça va être quelqu'un parce qu'il y a des mains, parce qu'il y a un sens du jeu. Mais on est 2 saisons après quand même. Et 2 saisons après, on n'apporte pas les garanties, en tout cas de l'évolution sur le plan statistique. Si t'es pas investi, si t'es pas dans ton assiette ou quoi au caisse, bon, les chiffres, on peut leur faire dire ce qu'on veut, mais le body language, on se dit, bon, Miles, il va falloir quand même aller un peu au mastic, et pour l'instant, on voit pas. Donc, que doit faire Indiana? Persévérer avec un joueur qui, à mon avis, va se développer, un jour, il va tout péter, c'est sûr, parce qu'il a tout pour, ou alors trader pour essayer de garantir une bonne série playoff, voire 2 séries playoff, pardon. Moi perso, je trade. Hein. Toi, tu trades. Pareil. Ça fait quoi, 3-4 ans qu'il est à Indiana? C'est vrai Troisième année, là. Ouais, c'est vrai qu'il là, c'est bon, quoi. C'est clair que là. Moi, j'ai l'impression que c'est toujours le même discours, c'est très bon potentiel, est capable de mettre des sales contres et de chauffer toute la salle en faisant ses gros muscles juste derrière, mais l'action d'après, il est capable de se faire bouffer par un pivot qui est moins imposant que lui, mais qui a juste un peu plus de jugeote ou qui a un peu plus envie d'avoir la balle que lui. Quoi. Envie d'avoir la balle, voilà. Envie d'aller chercher le truc qui traîne. À fond, selon moi. Exactement. Et ça, on peut bosser tous les jours à la salle, hein, si t'as pas envie. Tu vois ce que je veux dire? Si t'es pas un mec de la niaque à aller voir attraper un ballon qui traîne, bah ça prend pas. Hein. On se rappelle, pardon. On se rappelle que c'était celui qui devait assumer l'après Paul George, hein, quand même. Hein. C'est ça. Après, tu vois, je vais juste faire un parallèle. En fait, Miles Turner, pour l'instant, il rêve de la progression de Adebayo, en fait. Parce que c'est un peu les mêmes profils. Mais niveau méchanceté et dureté sur le terrain, il a des grosses leçons à prendre. Ouais, même profil. Il est par intermittence, mais il est quand ça tourne bien pour lui, quoi. C'est-à-dire que le joueur arrive pour faire son petit up, il arrive en claquant un gros contre et du coup, à ce moment-là, ça va. Mais s'il a un intérieur qui lui rentre un peu dans la bouche, ça va se dérouiller. Hein. Est-ce que ça vous fait pas penser à volonté d'aller au combat contre le gars et de l'empêcher de passer, quoi. Il évite à se faire tasser dans le sous l'anneau et à pas réagir. Est-ce qu'il doit pas prendre un peu les pas d'un André Drummond qui est beaucoup plus agressif, hein. C'est pas d'accord, mais qui Drummond, c'est pas le même physique non plus. Mais qui a passé un cap, je trouve, dans sa capacité à dire ok, moi je joue à fond et voilà quoi, je retiens aucun effort, quoi. Je suis à bloc. Après le truc, c'est que Drummond, il est dans sa 7ème saison et il en a quand même fallu 5 ou 6 pour vraiment devenir méchant et oui, encore méchant. Mais justement, on est à peu près dans le même cheminement où finalement ça vient pas, et puis il y a une saison, tu te lèves et tu dis ok, j'y vais, je change tout et puis je deviens le joueur que j'ai envie d'être.
Est-ce qu'il doit Après, pas justement suivre un peu ses... Il est censé faire ça, mais. Ouais, Et mais- le truc qu'il y a eu, c'est que Drummond, en fait, il a eu le temps parce qu'en fait, il n'y a eu aucun projet à Détroit à ce moment-là. Indiana, ils ont pas le temps d'attendre 7 ans en fait pour voir leur pivot devenir, arrêter de se prendre des baffes. Et c'est clairement ce qui joue en la défaveur de Turner, quoi. De toute façon, Sylvain, tu fais encore beaucoup de bruit avec ton. Ouais, pourtant je Ne bouge me plus, suis ne fixé là. bouge plus, Ouais, tant pis. je bouge plus. Interdit. Je sais. Bon, ok. Mais ouais, Alors, je c'est vrai sais- que le cas Turner pose question, et moi je trouve que c'est un. Indiana, tu vois, un jeu intéressant et il développe pas trop mal leurs joueurs, je trouve que c'est un frein au développement d'Indiana, c'est Miles Turner. Parce qu'il a une valeur marchande. Il a une valeur marchande qui même chute. Ouais. C'est même, c'est même pas le bon moment à la limite pour le trader maintenant, ça aurait été plus saison dernière, etc., où il était encore pas trop mal. Mais là, Avant sa Coupe du Monde, quoi, en fait. Ouais, c'est ça, maintenant, il y a plus rien. Et puis, on parle pas d'un truc de 3-4 matchs, hein. Là, on est quand même, je sais pas, 50ème, c'est pratiquement les équipes sur lesquelles arrivent doucement au match 30, je crois, il me semble, un truc du style. Donc, Ouais, c'est ça. Ça commence à faire long. Hein. Ouais. En tout cas, moi, Par je passerai les contre, coups de fil. Je passerai les coups de fil et je sais pas moi, ce joueur il me donne encore envie de croire en lui. Alors peut-être dans un autre contexte. Donc pareil, hein, si je suis GM d'une franchise et qu'on m'appelle pour Miles Turner, je pense que j'étudie la piste. Si t'as un pivot vétéran qui est capable, par exemple, d'apprendre le boulot à un gars comme ça, après tu vas me dire, oui, ils avaient ça, Indiana, il a pas des masses appris, donc peut-être un jeu qui va le challenger, qui va remettre un peu en cause son statut, un Timon Drayton, tu vois, qui aura pas peur de lui, de lui rentrer dans la bouche et lui dire alors quoi, moi je viens de débarquer et je te souille comme ça, c'est pas normal. Miles Prends Turner des hormones, Miles. aux Warriors, ça vous dit, ça vous... Ah, j'adore l'idée. J'adore l'idée. Moi aussi. Ouais, ok, d'accord. Salut Willy Colestein, au revoir. Et puis on prend Miles, on le développe là sur les matchs qui va rester. On envoie un petit Kai Bowman ou je sais pas, le shooter pool là. Et puis salut, on récupère une grosse. Pardon ? Je pense pas que tu peux avoir du lourd. Bah, Justement, les poules et les Bowman, enfin c'est des joueurs de G-League hein, de nos amis les Warriors. Donc, ça peut, et de l'autre côté, tu mets leur pick qui va quand même être de la bonne loterie cette année, du bon fond de tableau. Donc ça a de la valeur. C'est le pick qui sera intéressant, pas forcément les joueurs. Exactement, je suis assez d'accord. Ok, on va changer, on va partir chez les Pelicans pour voir un petit peu ce qu'on pense de Jrue l'idée, de ce qui est possible de faire par rapport à lui qui est en train de couler un peu dans le navire. Alors évidemment, la saison des Pels c'est compliqué parce qu'il n'y a pas encore eu de Zion Williamson sur le terrain, donc c'est un peu compliqué de dire maintenant il faut trader des joueurs alors que tu n'as pas encore eu ton gars sur le terrain. Mais mine de rien, est-ce que ce serait simplement malin pour les Pels de regarder un petit peu pour voir s'ils peuvent pas bouger le groupe. On va regarder ça avec Sylvain. Malin pour les Pels, je sais pas, mais intéressant et voire important pour le joueur. C'est un immense joueur. En tout cas, pour ma part, j'aime ce profil de meneur, discret mais performant partout où il a allé, régulier, leader par l'exemple. Il n'a pas de temps à perdre dans des franchises comme ça, qui savent pas où elles vont. Il y a 3 personnes dans la salle. Zion, pas Zion. On a quand même, sans Zion, des joueurs de basket dans cette équipe, ça gagne pas un match. Le coach... donc je sais pas quel est l'intérêt pour les Pels, mais pour le joueur, appelle ton agent, discute, vois ce qui est possible, et puis pars dans une équipe où tu pourras gagner quelques matchs. Ouais. C'est vrai qu'avec ce qui lui est arrivé à sa femme, il y a un gros affect, je pense, pour la franchise du Milan. Ça a quand même été assez bien géré, il était quand même assez soutenu, donc c'est vrai que ça va être compliqué. Moi, je remets ma carte Utah Jazz. Michael Mayer. Ok, bah oui. Après, waouh, Mike Conley un peu âgé. On est en train de voir que Mike Conley a du mal à s'adapter à un autre environnement que celui de Memphis. Donc, Oui, le changer encore une fois,
Enfin voilà, on est les Pels, on prend un joueur de 32-33 ans qui a du mal à s'adapter et on laisse un Jrue Holiday qui des matchs tous les soirs. Je sais pas si qui gagne, qui perd. Bah, c'est-à-dire que au Pels, Mike Conley est pas spécialement, serait pas spécialement responsable du scoring à 100%, donc ça peut peut-être déjà un peu le soulager à ce niveau-là. Même s'il y a des gens qui sont capables au Jazz, hein, c'est pas ça, mais je pense qu'on attend un peu trop de lui offensivement du côté d'Utah. Par contre, le fit Jrue Holiday à Utah, moi je pense que. Bon, énorme. Ah, ça serait Énorme. Ouais, énorme. Complètement. Pour moi, c'est le bonheur qu'il leur faut. Oui. Organisateur, slasher, capable de trouver les intérieurs. Ouais. Défenseur aussi, pardon. Très gros C'est vrai. Un écran de Gobert, tu rentres, tu slashes, tu kick out sur Ingles ou sur Bogdanovic. On ne pourra jamais. Et là, faudra regarder les contrats, mais est-ce que Jrue versus Mike Conley, ça suffit ou est-ce qu'il faut rajouter un petit peu un joueur ou Théoriquement, ça suffit en fait, ça passe, hein, c'est à peu près les mêmes montants. En fait, c'est pas compliqué, c'est les mêmes années de contrat. Faut le faire. Faut le proposer. Moi, je le vois ailleurs. J'appelle tout de suite. Attends. Je règle le problème. Ok. Yes, this is. Vas-y, Bio, explique-nous. Je cherche les... Moi, je le vois à l'Est. Moi, je le vois à Miami. Du sale. Ouais, parce que... alors avant ça, il faut faire l'historique. Donc David Griffin, à l'époque, a drafté Waiters, mais a surtout été très intéressé par Justice Winslow. Et de l'autre côté, en fait, toutes les cas sont causées. Miami, en fait, alors moi, c'est une équipe que j'adore, que je connais assez bien. Le problème qu'il y a, c'est que Winslow, très fort joueur, pareil, je suis très fan du joueur, mais très injury prone. Là, cette année, il a déjà manqué quasiment, c'est pas compliqué, 20 matchs, il en a fait une dizaine. Très bon dans tout ce qu'il a fait, il peut défendre du 1 au 5, à la passe, au shoot, enfin bref, je suis pas là pour faire tout son CV. Mais de l'autre côté, Kendrick Nunn, jeune rookie qui a pas été drafté, bon, il frappe sa femme, donc ça après, c'est un détail de l'histoire qu'il faudra évoquer. Gros détail, ouais. Parce qu'il a pas été drafté par hasard, quoi. C'est pas qu'il était mauvais, c'est juste que quand tu mets sur la gueule de ta femme, ça refroidit les scouts. Ouais, c'est clair. Mais bon, le mec est en dormant, il est à 16 points. Bon, à la passe, c'est pas encore ça, etc. Mais c'est un prospect brut à développer. Et les Pels ont le temps, en fait, de le faire. Là où à Miami, t'es dans le win now parce que t'as Butler et Adebayo à encadrer. Et de l'autre côté, je rejoins exactement ce qu'a dit Sylvain. Holiday, il cache trop de casse, quoi. Tu perds en défense, au shoot, en attaque, en défense. Le seul défaut qu'il a, c'est l'âge. Et le fait qu'il soit enterré trop tard, en fait, chez les Pels. Mais franchement, je suis pas trailé, j'appelle. Bon, malheureusement, Winslow, j'adore le joueur, mais s'il faut le sacrifier, tu le fais. Et Nunn, par contre, je suis vraiment pas convaincu à long terme. Donc, si tu peux glisser une carotte, parce que bon, on peut pas dire que les Pels et un historique de franchises qui ont toujours été très bien gérées. Franchement, tu le tentes. C'est possible. J'ai regardé pour les contrats, il est à 26 millions l'ami Jrue Holiday, donc on pourrait mettre un petit Darius Miller par exemple avec pour faire le taf du côté du Jazz pour au moins avoir l'équivalent en contrat. Messieurs, toujours dans mes idées fantasmes un peu pour s'assurer d'une victoire en finale de conf contre les Lakers, les Clippers, on n'aurait pas intérêt à récupérer un Jrue Holiday, avoir un vrai meneur. T'envoies quoi par contre? Et ben voilà, c'est là où je suis en fantasme pur. Mais oui, parce que le mec il propose tout et n'importe quoi, mais. Landry Shamet. Au revoir. Et puis on va aller trouver quelqu'un sur. Et là c'est pas évident parce que le banc il est très très important chez eux. Mo Harkless, allez. Joueur qui rendra service où il ira, ça c'est sûr. Qui tu m'as dit? Mo Harkless et un Landry Shamet pour Jrue Holiday. Donc tu es pas du tout en termes de contrat. Hein. D'accord. Pas du tout? Ah non, il va falloir mettre Zubac avec. Ah oui, non. Bon, oublié. Non, je dis des conneries, même avec ça va pas. Non, c'est en fait ce qu'il y a le gros problème des Lakers par rapport à ça. Les Clippers, ouais. C'est le cap. C'est que 2 joueurs à 60 millions, quoi. Donc forcément, tout le reste, ça vaut pas grand chose. Ouais. Et donc, donc il faut en mettre beaucoup, quoi. Ouais, c'est ça.
Ok, bon, on oublie, monsieur. On oublie. Ça veut dire On que oublie. tu vas arriver avec des joueurs et qu'il y aura du cut juste derrière. Ça va être Ouais, donc impossible. Ok, compliqué. ça roule. Mais merci d'avoir appelé, on se retrouvera. Ça marche. Avec plaisir. Non, mais ouais, je crois. Perso, ouais, pour moi, ce sera le Jazz. Ce qui est plus intéressant pour lui. Pas pour tout le monde. Ok, on va clore le podcast tranquillement avec notre moment Nutella, notre moment préféré de la décennie. On va commencer avec Ploum Ploum, avec l'homme de la province. On va écouter Cam qui va nous faire vibrer un petit peu. Alors, c'est chaud déjà de résumer une décennie en un match. Ah, Mais- c'est pas forcément un match, ça peut être n'importe quoi. Mais, Alors, à un moment. Alors, est-ce qu'à un moment ça peut être une série de playoffs? on va dire que oui, parce que sinon je sens que tu vas m'emmerder et qu'on va jamais se sortir. Non, globalement, je vais faire au général, je vais faire la remontée des Cavs pour devenir Mais champion. non, c'est à moi ça. Ah non, ça, c'est Non, perso, ça. non, je te le laisse. Alors, j'avais le Joker, t'inquiète pas. Non, j'avais le match 7 entre San Antonio et Miami. Dans la grande époque de Bosch, Wade, etc. Et avant ça, surtout l'énorme shoot de Ray Allen et toute la remontée qui s'y fait en fait progressivement avec Chris Bosh, etc. Enfin, pour moi, c'est pas compliqué. C'est les premières finales que j'ai vécues en comprenant le basket, entre guillemets. Et il y avait tout, quoi. Du tir de héros, du contre héroïque, des énormes perfs. Ouais, ça conclut assez bien la décennie, je trouve. On avait vraiment la transition d'une NBA de big man vers un small ball qui a été ensuite concrétisé par Golden State. Voilà. Pas mal. Yes. Ouais. Dégueulasse. Mhm. Kevin C'est compliqué aussi de résumer. Plusieurs, mais il y en a un qui m'a marqué, pour lequel j'ai eu des gros frissons, c'est les 60 points de Kobe pour terminer sa carrière. Veillé pour ce match-là, mais j'ai pas regretté. Je trouvais qu'il y avait un storytelling autour de Kobe qui avait été un peu too much toute la saison, mais pour ce moment-là, je trouvais que c'était justifié. Toute l'atmosphère autour de la franchise, de la ville, les messages avec ses sponsors, etc., la présence du Shaq. On se demande dans quel état il est vraiment, parce qu'il peut plus vraiment jouer au basket de haut niveau. Et on est dans un match NBA où je suis pas certain que Utah joue Si, Utah joue sa en place, claquette. Ouais, enfin voilà, il hein. joue Ouais, pas en il joue sa claquette. place Quoi. en play-off, hein. Je crois Voilà. que c'est à cause de ça qu'il manque pas en play-off. Exactement. C'est ça, donc, ouais. donc les mecs arrivent pas en claquette et ça joue un match de basket et à un moment donné ça vrille parce qu'on a Kobe qui commence à redevenir celui qu'il était et c'est là où les frissons moi me sont montés parce que j'aime bien le joueur, j'aime bien aussi me replonger dans les hardwood classiques et de voir un peu les empoignades qu'il a pu avoir avec tous les arrières de la NBA de l'époque et c'était un compétiteur comme dans l'état d'esprit, on n'en a plus aujourd'hui. Et de le voir en difficulté à la fois sur le plan psychologique et physique, ça a été pour moi un peu difficile. Et de sentir qu'il est capable de relever un dernier challenge comme ça et de tuer les espoirs d'une franchise qui est celle des Jazz pour aller en playoff, qu'il a toujours fait dans sa carrière. Il a tué des gens, il a tué les Kings, il a tué les Portland de Pippen à l'époque, qui était une équipe aussi très très forte. Il a fait que ça, donc j'ai aimé le revoir dans cette situation-là, et frissons les gars, franchement les gars, frissons, la sortie du terrain, les petits jeunes loups qui le prennent dans ses bras, tout le monde reconnaît qu'on est en train de vivre un moment d'histoire, et très perso d'y avoir assisté même devant ma télé, j'ai kiffé quoi. Point. Respect. Moi, ce sera les finales 2016, bien sûr. Un fan de Cleveland. Quelle donc, surprise. donc c'était, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix, bien sûr. Même je pense pour le spectateur neutre, si on demande quand même à pas mal de gens, je pense que ça va être top 3 chez beaucoup de personnes et top 1 chez pas mal aussi. Tout y est. C'est la NBA comme on l'aime, avec son lot d'incertitudes, de renversements. On dit souvent même dans un match, une équipe peut être menée de 20 points à la mi-temps et renverser complètement la vapeur. Et là, c'est même au-delà de ça,
c'est être complètement mené dans une série et d'un coup, ben voilà, t'arrives à rentrer dedans, t'arrives à faire douter l'adversaire, t'arrives à faire jouer du règlement de NBA pour faire suspendre un joueur, t'arrives à faire du trafic d'influence, t'arrives au point culminant et tu as le shot, le bloc et les grands événements qui font que t'as LeBron qui s'écroule sur le parquet, t'as tout ça et chez toi en Belgique à ce moment-là ou en France, je crois qu'il doit être un truc genre 5-6 heures du mat. Ouais, c'était super tard, c'est vrai. Et en fait, c'est ça qui était mal. Ce que je me souviens, c'est que j'ai éteint après avoir regardé les remises de trophées, avoir regardé les interviews d'après-match, les conférences de presse. Et tu sais, t'as l'impression que d'un coup, c'est comme en soirée, fin de soirée, d'un coup, il y a un mec qui rallume toutes les lumières, tu vois. Et tu repercutes que tu sors de ton monde artificiel pour retourner dans l'espèce de vraie vie. Et c'est vraiment ça que j'ai eu, le décrochage de j'éteins mon ordinateur, je regarde dehors, je commence à entendre les piafs qui commencent à crier le matin. Ah ouais, en fait, non, je suis pas au States, il est pas 1h du matin, je vais pas aller faire la fête à Vegas avec des joueurs. Je vais aller me pioncer parce que demain je dois me lever. Et voilà, je suis arrivé dans ma chambre pour aller me coucher, ma femme dormait depuis déjà un bout de temps. Et elle m'a juste dit, alors c'est bon, les champions, bonne vie. Et on s'est endormi comme ça, quoi. Et c'était... ouais, c'est tout le truc, c'est d'avoir eu la boule au ventre à chaque fois que je me mettais devant un des matchs en me disant, putain, ça se trouve aujourd'hui, c'est le dernier match, on se fait sortir. Et petit à petit, être de plus en plus confiant. Et quand le match-up a commencé, j'étais bien. J'étais pas stressé comme j'avais été pour les autres matchs. Parce que tout le monde était en do or die, en fait. Donc, du coup, le stress était partagé. Donc du coup, je le sentais moins sur les petites épaules de fan. Et donc j'étais avec mon maillot de Kyrie Irving et mon maillot de LeBron, un dans chaque main. Superstition. Énorme. Voilà. Et j'ai pas lâché mes maillots de tout le match. Et voilà quoi. Le titre. Ouf. Ouais, c'est un grand moment d'histoire. En plus avec des grosses perfs, ouais, c'est un grand match tendu. Si jamais en termes de match aussi, on en parle pas mal ces temps-ci, mais le match de Noël qui a suivi ces finales-là, donc le Noël 2016. Avec Durant, ouais. Très gros match. Très gros match. Allez le revoir, ne fût-ce que la highlight pour vous faire plaisir, c'est extrêmement tendu. Il est très bon, de la grosse action, du gros dunk. Je me souviens d'une séquence, Xavier, où je crois que LeBron, sur une contre-attaque, pète un dunk. Ouais. Curry qui fait la remise en jeu, qui passe à Durant qui pète un dunk, on relance de nouveau LeBron. LeBron qui pète un dunk. Ouais. Ah oui, c'était vraiment, t'avais l'impression que c'était les gros workouts sur le cardio, tu vois, où tu fais des allers-retours sur le terrain. Et c'était vraiment ça. Et à la fin, c'est le shoot en suspension qui n'en finit plus avec Kyrie, qui ne retombe pas sur terre et qui shot par au-dessus de Thompson. Et derrière, il y a une action avec une possible faute sur Kevin Durant, on ne le saura jamais. Il y avait tout dans ces finales et dans le match qui a suivi. Entre temps, il y avait eu la célébration de la fête d'Halloween avec. Elle est géniale. Les trolls des Cavs sur les Warriors, donc c'était top. Bon, après on a pris notre branlée 2 fois, mais c'est pas grave. Ouais, mais quand même, ce titre-là, il est fou. C'est quand même du jamais vu, quoi. Voilà. J'espère que tout ça vous aura plu. Cam et Sylvain, merci d'avoir participé au podcast. Avec plaisir. Merci les gars. Et on se retrouve bientôt. Passez des bonnes fêtes. Normalement, on ne s'entendra plus d'ici là, mais passez d'excellentes fêtes. Un excellent début d'année 2020. Et on se retrouve très vite pour parler NBA sur Q-Basket. Ciao. À très vite tout le monde. Ciao.